Vamos a ir y vamos a atrapar a los delincuentes a donde quiera que estén, a donde quiera que se escondan. Pueden correr, pueden esconderse por un tiempo, pero tarde o temprano la justicia los va a alcanzar. El Salvador, une nation qui a vécu pendant des années sous un climat de peur absolue. Quitter sa maison pour aller travailler, étudier ou même acheter de la nourriture pouvait signifier ne jamais revenir. Deux gangs rivaux terrorisaient la population, imposant leurs propres lois et semant le chaos dans les rues. Avec l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde, la population vivait en état d'alerte, prise en otage par des criminels qui décidaient qui vivait et qui mourait. Mais de manière surprenante, ce scénario a changé radicalement. Et aujourd'hui, ces gangs sont au même endroit. Ils ont tous été emprisonnés. C'est ce qu'a fait le président du Salvador. Il a transformé tout le pays. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire récente du Salvador et comprendre l'ascension et la chute des gangs, le rôle du gouvernement Bukele et comment le pays est devenu un exemple pour le monde. Le pays était contrôlé par le crime. Il y a quelques années, le Salvador vivait sous la terreur des gangs. La MS-13, Mara Salvatrucha et le Barrio 18 étaient les principaux groupes criminels, imposant des règles brutales à la population et s'affrontant dans des confrontations violentes. Extorsion, assassinat et disparition étaient monnaie courante. Pour vous donner une idée, sur 100 000 habitants, environ 103 étaient assassinés chaque année, faisant du pays l'un des plus dangereux de la planète. Le gouvernement n'arrivait pas à contenir cette violence et de nombreux policiers craignaient de riposter contre les criminels. L'impunité était élevée. Les prisonniers affiliés aux gangs contrôlaient les activités criminelles depuis l'intérieur des prisons. Ces établissements étaient de véritables quartiers généraux du crime, où des téléphones portables étaient utilisés pour coordonner des exécutions et des extorsions. La peur régnait dans les rues et la population vivait terrifiée. Des familles entières évitaient de sortir après la tombée de la nuit, de peur d'être victimes d'enlèvements, de meurtres ou de fusillades. De nombreuses entreprises ont dû fermer leurs portes, incapables de payer les extorsions exigées par les gangs pour continuer à fonctionner. La violence touchait toutes les classes sociales, mais les plus pauvres en souffrirent le plus intensément. De nombreux jeunes, sans perspective d'emploi et avec peu d'opportunités éducatives, étaient recrutés par les gangs dès l'adolescence. Ceux qui refusaient d'entrer dans le crime subissaient de violentes représailles. Pour beaucoup de familles, fuir le pays était la seule option. Vous vous demandez peut-être, comment combattre des criminels aussi cruels et impitoyables ? Maintenant, je vais vous raconter comment le Salvador a changé le cours de son histoire. L'arrivée de Nayib Bukele. En 2019, Nayib Bukele a été élu président du Salvador, promettant d'éradiquer la violence dans le pays. Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño, para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. Son plan était audacieux. Affronter directement les gangs en durcissant la législation, en renforçant les forces de sécurité et en créant un nouveau système carcéral pour neutraliser les criminels. Mais ce n'était pas si simple. Avant l'arrivée de Bukele au pouvoir, de nombreux politiciens salvadoriens étaient soupçonnés de collusion avec les gangs. Pendant des décennies, la classe politique du pays a été accusée de négocier des accords secrets avec les chefs du crime organisé, leur offrant des avantages en échange de soutien électoral et de contrôle sur certains territoires. À plusieurs reprises, des accusations ont émergé selon lesquelles des autorités auraient permis aux gangs d'opérer librement dans certaines régions, tant qu'ils garantissaient la victoire de certains candidats ou apportaient un soutien financier aux campagnes. Avec l'arrivée du gouvernement Bukele, une guerre ouverte contre les gangs et le système a commencé. Des milliers de policiers et de soldats ont été mobilisés pour capturer les membres des organisations criminelles, entraînant l'arrestation de plus de 70 000 personnes en seulement 16 mois. Pour rendre cette offensive encore plus efficace, de nouvelles lois ont été adoptées, permettant des arrestations de masse et restreignant les droits de défense de toute personne associée au crime organisé. En plus de la répression directe, Bukele a investi dans la modernisation technologique des forces de sécurité. Des caméras de surveillance à grande échelle, des drones pour le suivi aérien et la numérisation du système de renseignement policier sont devenus des outils essentiels dans la lutte contre le crime. Ces mesures ont non seulement permis l'arrestation des criminels, mais aussi l'anticipation des mouvements des gangs, garantissant que le gouvernement soit toujours un pas en avant.
8 meses. Y gracias a Dios la estamos ganando. Estamos parados en lo que hasta hace poco fue la tierra más peligrosa del mundo. Y ahora estamos en camino a ser el país más seguro de todo el continente americano. La construction de la méga-prison. L'un des projets les plus ambitieux du gouvernement Bukele a été la construction du centre de confinement du terrorisme, le célèbre CECOT. Une prison de haute sécurité conçue pour neutraliser complètement toute influence des gangs à l'intérieur du système carcéral. Construite en 2022, cette immense prison est composée de 8 modules distincts, répartis sur 166 hectares de terrain. Chaque paire de modules est entourée de 2 murs distincts de 3 mètres de hauteur, surmontés de fils barbelés. L'ensemble de l'installation est encerclé par un impressionnant mur de 9 mètres de haut, surmonté d'une clôture électrique de 3 mètres transportant 15 000 volts. De plus, 19 tours de surveillance assurent qu'aucun mouvement ne passe inaperçu. Le design de la prison ne se contente pas d'empêcher toute tentative d'évasion. Il élimine même l'idée qu'une fuite soit possible. La sécurité est strictement organisée. 1000 gardiens sont responsables de la surveillance des détenus, supervisés par 600 militaires, eux-mêmes sous le contrôle de 250 policiers, garantissant qu'aucune autorité unique ne domine l'installation. Pour renforcer encore davantage son caractère impénétrable, la prison a été conçue comme une installation totalement autonome, avec son propre approvisionnement en électricité et en eau. En cas de panne du réseau électrique ou de problème d'approvisionnement en eau, des systèmes d'urgence, tels que des citernes et des générateurs, garantissent le fonctionnement de l'unité pendant une semaine entière, assurant qu'aucun facteur externe n'interrompe le régime d'isolement extrême. La prison bénéficie d'une surveillance 24 heures sur 24, d'une sécurité renforcée et de conditions extrêmement strictes, où les détenus sont maintenus dans des cellules surpeuplées, sans aucun contact avec le monde extérieur. Il y a 32 cellules dans chacun des 8 modules qui composent la méga-prison. Chaque cellule a été conçue pour accueillir environ 80 détenus, mais leur nombre peut atteindre 150. Bien que la capacité maximale ne soit pas encore atteinte, chaque prisonnier dispose de seulement un demi-mètre carré d'espace personnel. Cette prison symbolise la politique de tolérance zéro du gouvernement Bukele contre le crime organisé, présentée comme la réponse ultime à la domination des gangs dans le pays. Sa construction a été largement médiatisée, renforçant le message que le gouvernement ne ferait aucun compromis avec les criminels. Désespérée par la violence, la population a massivement soutenu les mesures du président. Bukele est rapidement devenu une figure populaire, vue par beaucoup comme un leader visionnaire, tandis que d'autres le considèrent comme un dirigeant autoritaire. Son gouvernement a également massivement investi dans la communication, diffusant des images marquantes d'arrestations de masse. Des photos de prisonniers tatoués, la tête rasée, alignés de manière rigide, sont devenues virales dans le monde entier, révélant une approche de la lutte contre le crime jamais vue auparavant dans la région. Tous les détenus portent des t-shirts, shorts et sandales blancs. Ils n'ont aucun effet personnel, et les photos de famille, les souvenirs de leurs épouses, enfants ou toute autre chose liée au monde extérieur sont interdites. La plupart d'entre eux ont à peine 20 ans et ont été condamnés pour des crimes graves. De plus, ils n'ont pas droit à l'air frais ni à la lumière du soleil. Chacun d'entre eux a reçu une peine extrêmement longue, avec la seule certitude qu'ils ne sortiront jamais. Ils ne reverront jamais la lumière du jour. Ils n'ont pas non plus droit aux visites ni aux avocats. Les seuls autorisés à entrer et sortir sont les gardiens, qui par ailleurs portent des masques pour cacher leur identité et éviter toute forme de reconnaissance. Les prisonniers dorment sur des couchettes en métal, sans oreiller ni matelas. Chacun reçoit uniquement l'essentiel: un drap blanc, un uniforme et une serviette. Pour maintenir l'ordre et l'hygiène, les gardiens rasent les détenus toutes les 2 semaines, garantissant qu'aucun d'entre eux ne puisse dissimuler quoi que ce soit. Ici, les gangs, principalement la MS-13 et le Barrio 18, qui sont des rivaux historiques, vivent désormais dans les mêmes cellules. À l'extérieur, entrer dans le quartier ennemi signifiait une mort certaine. Cependant, ici, ils sont côte à côte jusqu'à leur dernier souffle. La plupart de ces criminels ont des tatouages couvrant tout leur corps, y compris le visage, témoignant de leur loyauté envers leur gang. Dans le cas de la MS-13, les tatouages incluent souvent des initiales ou le chiffre 13. Quant aux membres du Barrio 18, ils arborent généralement des symboles comme le nombre 18 ou 666, ce dernier étant l'addition de 6 plus 6 plus 6, qui donne 18 et symbolise le diable. Avoir des tatouages de gang sur le visage est un signe clair d'un rang élevé dans l'organisation,
et signifie généralement que l'individu est l'un des membres les plus impitoyables. Croiser une telle personne dans la rue, c'était comme regarder la mort en face. Un tatouage en forme de larme indique que la personne a déjà tué quelqu'un, et le nombre de larmes tatouées représente le nombre de victimes. S'il y a 3 larmes, cela signifie que la personne a tué tant de fois qu'elle a perdu le compte. Les gangs ont également leurs propres lois, souvent étranges et impitoyables. La règle la plus terrifiante vient de la redoutée MS-13, considérée comme l'un des gangs les plus brutaux et dangereux du monde. Pour être accepté au sein du groupe, un nouveau membre devait prouver sa loyauté en assassinant un membre de sa propre famille. Oui, vous avez bien entendu. Autrefois, ces individus contrôlaient tout le pays, décidant qui pouvait circuler dans certaines zones et quels commerces pouvaient rester ouverts. Même les transports publics étaient sous leur domination. Les chauffeurs de bus devaient payer une taxe hebdomadaire aux gangs pour pouvoir travailler, et ceux qui refusaient étaient souvent victimes de représailles sévères. Les quartiers étaient divisés en zones de contrôle, et franchir la frontière entre des territoires ennemis pouvait signifier une condamnation à mort. Aujourd'hui, le gouvernement de Nayib Bukele veut s'assurer que ces criminels ne puissent plus jamais terroriser la population. Dans ses discours, le président a déclaré que sa priorité est de garantir la sécurité des rues et non d'offrir du confort aux détenus. Pour vous donner une idée, les repas des prisonniers sont les mêmes chaque jour, riz et haricots sans viande. Ils doivent manger avec les mains et nettoyer leurs assiettes avant de les rendre. De plus, l'électricité n'est jamais coupée dans la prison. Les lumières restent allumées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que les détenus ne sachent jamais quelle heure il est. Et comme les gardiens sont constamment postés devant les cellules, surveillant chaque mouvement, il est impossible pour les prisonniers d'effectuer quoi que ce soit sans être observés. Cette prison est le genre d'endroit que personne ne voudrait jamais visiter, même par simple curiosité. Cependant, pour ceux qui ont terrorisé la population pendant des années, c'est désormais leur destination finale. Les criminels qui ont enlevé des vies innocentes font enfin face aux conséquences de leurs actes. Le message du gouvernement salvadorien est clair. Le crime ne sera plus toléré et la punition est sévère. L'avenir du Salvador. Les mesures drastiques adoptées par Bukele ont accompli ce que beaucoup pensaient impossible. Transformer l'un des pays les plus violents du monde en l'un des plus sûrs. Comme mentionné plus tôt, le Salvador a enregistré à une époque le taux d'homicide le plus élevé au monde en raison du chaos généralisé. Cependant, sous le gouvernement Bukele, les résultats sont indéniables. En 2023, le taux d'homicide a chuté à 2,4 pour 100 000 habitants, plaçant pour la première fois le pays parmi les plus sûrs du monde. Les effets de cette transformation sont visibles dans tous les aspects de la société. Les quartiers ont retrouvé la paix, et la population peut enfin vivre sans peur. Avec la baisse drastique de la violence, les investisseurs recommencent à voir le Salvador comme un pays prometteur. De grandes entreprises commencent à s'y installer, stimulant l'économie et créant de nouveaux emplois. Le secteur technologique a également connu une croissance rapide, en particulier après l'adoption du Bitcoin comme monnaie officielle, attirant des startups et des entrepreneurs du monde entier. De plus, le tourisme, autrefois impacté par la criminalité, est en pleine expansion. Les plages paradisiaques du Pacifique, idéales pour le surf, et les paysages naturels impressionnants du pays attirent de plus en plus de visiteurs internationaux. Avec des rues plus sûres et des investissements en infrastructures, le Salvador est passé d'un territoire marqué par la peur à une destination d'intérêt mondial. La nouvelle réalité du pays prouve que, malgré les méthodes controversées, les changements ont eu un impact significatif sur la vie des Salvadoriens. Mais que se passera-t-il avec les milliers de prisonniers dans les années à venir ? L'absence d'un plan de réinsertion sociale pourrait-elle générer de nouveaux défis à l'avenir ? Ou bien l'impact immédiat de la sécurité justifie-t-il tous les sacrifices ? Ce sont des questions qui restent sujettes à débat. Quoi qu'il en soit, la transformation du Salvador est l'un des cas les plus marquants de lutte contre le crime de l'histoire récente. Et la stratégie de Bukele attire désormais l'attention d'autres pays confrontés à des défis similaires. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire ? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.